Bonjour à tous, installez-vous confortablement. On va s'intéresser aujourd'hui à la troisième interrogation de confinement. Deux parties dans cette interrogation. La première portait sur la théorie des mécanismes. On étudiait une liaison glissière entre un coulisseau 2 et un bâti 1 réalisé par l'intermédiaire de 4 galets GI biconiques qui se déplacent sur deux tiges cylindriques 1.1 et 1.2. Ces quatre liaisons réalisent à l'évidence une liaison glissière d'axe X1 entre le solide 1 et le solide 2 et on s'intéressait donc à l'hyperstatisme dans cette liaison glissière. La première question était de proposer une modélisation des contacts entre un des galets et le rail et en déduire donc une modélisation des liaisons LGI entre les différents galets et les rails. Sur cette vue qui nous était donnée dans le plan X1Z1, on identifie assez clairement deux points de contact entre l'un des galets et le rail. On a donc deux liaisons sphère-plan entre chacun des galets et le rail qui lui est associé. Ces liaisons sphère-plan sont de normale concurrentes. Je ne reviens pas ici dans le détail, mais avec deux liaisons sphère-plan de normale concurrente, on peut réaliser une liaison sphère-cylindre. Cette démonstration a été faite à l'occasion du TD sur la liaison de Boys dans la machine à mesurer tridimensionnelle et vous pouvez, si besoin, retrouver le lien vers la démonstration dans les fiches et dans la description. La deuxième question portait sur la réalisation d'un graphe de structure du mécanisme. À partir du moment où on a identifié la liaison sphère-cylindre entre un des galets et le rail qui lui est associé, eh bien on peut proposer ce graphe de structure avec 4 liaisons sphère-cylindre entre le bâti 1 et les 4 galets G1, G2, G3 et G4 et 4 liaisons pivots entre les galets 1, 2, 3, 4 et le chariot 2. On demandait ensuite de calculer le degré d'hyperstatisme de ce mécanisme. On peut procéder ici à l'aide de la méthode globale. L'approche statique pour cette méthode globale nous dit que le degré d'hyperstatisme est égal au nombre d'inconnus statiques moins le nombre d'équations statiques plus le nombre de mobilités. En termes d'inconnus statiques, nous avons ici 4 liaisons sphère-cylindre qui vont bloquer 2 actions mécaniques et 4 liaisons pivots qui vont bloquer 5 actions mécaniques. En termes d'équations statiques, nous avons en tout 6 solides, mais puisque le bâti ne peut pas être isolé, nous avons finalement 5 solides pour lesquels nous pouvons écrire 6 équations, c'est-à-dire 5 fois 6 équations statiques. Et pour le degré de mobilité, il faut ici faire attention puisque nous avons effectivement une mobilité évidente qui est la translation de 2 par rapport à 1, mais il ne faut pas oublier les mobilités internes. Et ici, pour l'étude de l'hyperstatisme dans un mécanisme, on va considérer des liaisons idéales, c'est-à-dire sans frottement. Et donc, en considérant l'absence de frottement, eh bien, il va y avoir une rotation libre des galets sur eux-mêmes, ce qui fait que chaque galet peut tourner sur lui-même. On a donc au total une mobilité utile et 4 mobilités internes, soit 5 mobilités. Et puis en prolongeant les calculs, on arrive donc ici à 28 moins 30 plus 5, ce qui donne un degré d'hyperstatisme de 3. L'approche cinématique nous dit que le degré d'hyperstatisme est égal au nombre d'équations cinématiques moins le nombre d'inconnus cinématiques plus le nombre de mobilités. En termes d'équations cinématiques, sur le graphe de structure, on peut identifier un nombre cyclomatique de 3, soit 3 fois 6 équations cinématiques. Pour les inconnus cinématiques, les liaisons sphère-cylindre vont apporter 4 degrés de liberté, tandis que les liaisons pivots vont apporter 1 degré de liberté, et nous avons toujours au total nos 4 mobilités, ce qui nous donne donc cette relation 3 fois 6 moins 4 fois 4 plus 4 fois 1 plus 1 fois 4, et on va retrouver bien évidemment au total un degré d'hyperstatisme H est égal à 3. Dans la question 4, on demandait d'expliquer géométriquement l'origine de l'hyperstatisme trouvé. Donc puisque nous avons ici un degré d'hyperstatisme de 3, cela signifie qu'il faut identifier 3 conditions géométriques contraignant le montage du solide 2 sur le solide 1. Voilà ici le schéma cinématique du système. Et les 3 conditions géométriques à respecter sont les suivantes. On va pouvoir les identifier relativement facilement, du moins avec un peu d'habitude. Il faut vérifier dans un premier temps le fait que la longueur A1C1 soit identique à la longueur A2C2. Donc j'appelle ici avec les indices 1 les points liés au solide 1 et les indices 2 les points liés au solide 2. Si cette longueur A2C2 par exemple est trop grande par rapport à la longueur A1C1, eh bien le respect des deux liaisons sphère-cylindre en A et en C sera difficile simultanément. La deuxième condition, c'est le fait que la longueur B1D1 doit être identique à la longueur B2D2. Et la troisième condition, c'est le fait que le point D doit appartenir au plan ABC. Enfin, on demandait de proposer une modification du mécanisme à propos de l'installation du galet G4 sur le coulisseau 2 de telle manière que le système puisse être isostatique. Je dois présenter quelques excuses pour cette question. Lorsque j'ai préparé le sujet, en fait, j'ai adapté un sujet qui était un tout petit peu plus long et je l'ai fait un peu rapidement. En réalité, on ne peut pas répondre à cette question en l'état. La question est formulée de façon inexacte. Une action uniquement sur la liaison entre le galet G4 et le coulisseau 2 ne permet pas de rendre le système complètement isostatique. En effet, on vient de voir
ici qu'il existe une contrainte géométrique à propos de la longueur A2C2, et en toute logique, une action sur le galet G4 ne peut pas corriger le problème qui pourrait exister sur cette longueur A2C2. Au mieux, on peut faire passer le degré d'hyperstatisme à 1, avec une action sur le montage du galet G4 par rapport aux coulisses au 2, mais on ne le fera pas descendre jusqu'à la valeur de 0. Alors voilà ce qu'on peut proposer ici par exemple pour diminuer de 2 le degré d'hyperstatisme, c'est de fixer ici ce galet G4 non pas directement sur le coulisse au 2, mais sur une pièce intermédiaire. On peut conserver la liaison pivot entre le galet G4 et cette pièce intermédiaire. Par contre on installera une liaison pivot glissant entre la pièce intermédiaire et le coulisse au 2. De cette manière, l'aspect pivot dans la liaison pivot glissant va pouvoir régler entre guillemets la hauteur du point D, ou en tout cas le fait que le point D appartienne au plan ABC, et l'aspect glissant dans la liaison pivot glissant va pouvoir régler la longueur du segment BD. Et puis si l'on voulait descendre le degré d'hyperstatisme à 0 pour concevoir un mécanisme complètement isostatique, il faudrait également modifier la liaison entre G3 et 2 par exemple, en remplaçant la liaison pivot par une liaison pivot glissant. Ensuite, dans une deuxième partie, on s'intéressait à quelques spécifications géométriques de produits, et on demandait donc d'analyser deux spécifications géométriques. La première spécification qui était proposée, c'était cette spécification-là. On s'intéressait ici donc à une spécification de position qui est une spécification de symétrie. L'élément tolérancé est la surface nominalement plane médiane de deux surfaces nominalement planes. On peut retrouver ça par le fait que le cadre de tolérance pointe directement en vis-à-vis de la ligne dimensionnelle donnant la distance séparant les deux surfaces nominalement planes. Et donc le volume de la zone de tolérance, logiquement, pour contenir ici cette surface nominalement plane, la zone de tolérance va être le volume compris entre deux plans distants de 0,08 mm. Et on peut définir dès à présent le plan médian de cette zone de tolérance que l'on appellera π. L'élément de référence ici, c'est la surface nominalement cylindrique ERA. On reconnaît ici le fait que cette surface est une surface nominalement cylindrique par la présence du trait d'axe qui traverse horizontalement toute la pièce. Et à cet élément de référence, on va associer une référence spécifiée qui sera la droite RSA, axe du plus petit cylindre tangent extérieur matière associé à ERA minimisant les défauts de forme. Il nous reste ensuite à définir la contrainte de position entre la zone de tolérance et la référence spécifiée, et cette contrainte va être la suivante, le plan π doit contenir la droite RSA. Le deuxième exemple était celui-ci, on s'intéressait cette fois-ci à un parallélisme, donc c'est une spécification d'orientation. Ici on va retrouver le fait que le cadre de tolérance pointe directement en face de la ligne dimensionnelle précisant le diamètre du perçage. Donc l'élément tolérancé sera la ligne nominalement rectiligne, axe réel d'une surface nominalement cylindrique. Et puis il faut faire attention ici, si l'on veut exploiter les informations pour déterminer la zone de tolérance. On s'intéresse en effet ici à une ligne nominalement rectiligne. Le réflexe serait de proposer comme forme de zone de tolérance le volume compris dans un cylindre. Or, ici, sur cette spécification géométrique, il n'y a pas d'information de diamètre dans le cadre lié à la dimension de la zone de tolérance. Donc la zone de tolérance, c'est le volume compris entre deux plans distants de 0,2 mm et deux plans médians π. On peut ensuite s'intéresser aux éléments de référence. Attention, ici, petit piège entre guillemets, sur ce dessin de définition, on présente deux références, la référence A et la référence B. Pour autant, cela ne veut pas dire, puisque les références sont définies, qu'elles sont utiles. Elles peuvent être utiles dans la suite du dessin dont on a donné ici un extrait, mais pour exploiter cette spécification d'orientation, seule la référence A est utile. L'élément de référence, c'est donc la surface nominalement cylindrique ERA, et puisque cette surface cylindrique correspond à la surface d'un alésage, la référence spécifiée sera la droite RSA, axe du plus grand cylindre tangent extérieur matière associé à ERA, minimisant les défauts de forme. Et pour respecter la condition de parallélisme, il faut imposer le fait que le plan π médian de la zone de tolérance soit parallèle à la droite RSA. Voilà ici pour un retour rapide sur cette troisième interrogation de confinement. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à me contacter.